Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons encore une fois parler de la capacité des huîtres à s'adapter en milieu naturel. Bon, bien sûr, je rigole, aujourd'hui nous nous retrouvons pour parler analyse filmique. Alors, c'est le matin, je viens de me réveiller, je sais que je dois avoir les yeux comme ça. J'essaie doucement de me réveiller donc avec vous, avec mon petit café. Si je bégaye un peu, si ma voix n'est pas du tout échauffée, c'est simplement car il est 9h du matin. Donc, nous allons aller droit dans le vif du sujet. Aujourd'hui, notre analyse filmique va se porter sur les comédies. Mais comme il existe évidemment des milliers de comédies, il va falloir faire un petit tri. Pour les comédies que j'ai choisi deux catégories. La première, c'est les comédies d'avant 2000. Parce que après 2000, beaucoup de comédies, notamment françaises, sont sorties. Et on a un peu plus développé à partir de ce moment-là la nouvelle comédie française. Plus particulièrement les comédies entre 1950 et 2000 et française, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on ne va parler que comédie française. Aujourd'hui on va se concentrer donc sur les comédies Je vais recommencer. Aujourd'hui on va se concentrer sur les comédies d'avant 2000 françaises. Tout d'abord, avant de commencer, je voulais vous remercier pour tous vos retours sur la vidéo sur les comédies dramatiques, enfin non, du coup sur les romances dramatiques. Je prends en compte tout ce que vous me dites et c'est d'ailleurs pour ça que je vais aller plus dans le vif du sujet. Et on va tout de suite commencer donc avec ce top 6 des comédies françaises d'avant les années 2000. En 6ème position de ce classement, je vous ai mis La Chèvre de 1980 réalisé par Francis Weber avec Gérard Depardieu et Pierre Richard. C'est un film qui a été produit par Gaumont et qui dure environ 1h30. L'histoire, c'est un grand PDG d'une entreprise qui voit sa fille être enlevée. Sa fille est extrêmement malchanceuse et donc du coup elle va enlever au Mexique et pour la retrouver il va engager un de ses employés joué donc par Pierre Richard qui est François Perrin. Donc ce François Perrin est aussi quelqu'un de connu comme extrêmement malchanceux et sous les conseils du psychologue du PDG il pense qu'il pourrait retracer tout ce qui est arrivé à sa fille en lui arrivant parce qu'il lui arriverait donc les mêmes malheurs qu'à sa fille et c'est ainsi qu'il arriverait à retrouver sa trace. On a aussi Gérard Depardieu qui joue le rôle de Campana, le détective privé, va accompagner donc monsieur François Perrin et évidemment il va devoir tout le long de l'enquête rattraper ses bourdes et puis aussi partager sa poisse puisque François Perrin, joué par Pierre Richard, est quelqu'un d'extrêmement malchanceux à qui il va arriver toutes sortes de malchance quoi. Ce qui marche particulièrement dans cette comédie, qui est donc la comédie La Chèvre, c'est la dynamique en fait du détective privé et de l'enquête. Donc on va souvent voir que même dans le top en général, on va souvent retrouver cette dynamique du détective privé, qu'on va aussi retrouver ensuite dans les années 2000 avec souvent des films qui vont revenir sur le même thème comme Johnny English ou OSS 117. Et donc du coup c'est cette dynamique de l'enquête. C'est ça qui va marcher puisque là on va voir un personnage extrêmement comique à qui il arrive plein de... Réveille-toi Lilou! Donc on va voir ce personnage extrêmement malchanceux à qui il arrive que des merdes, qui est donc joué par Pierre Richard et qui l'interprète aussi très très bien. Pierre Richard est bien sûr un acteur comique français très connu, c'est lui aussi qui a joué 10 ans en arrière, je crois, 1972, le grand blond avec une chaussure noire, et ensuite je crois que le deuxième c'est le grand blond avec une chaussure noire revient, enfin bref, en tout cas il y a deux films. On a aussi à côté Gérard Depardieu qui est grand acteur français, un des meilleurs acteurs français, qui a aussi un énorme potentiel comique, et on a ce duo qu'on va retrouver souvent dans des films comme Les Compères de 1983 ou Les Fugitifs de 1986, donc c'est un duo un peu à la Christian Clavier et Jean Reno de qui on parlera plus tard aussi. Un duo comique qui revient très souvent avec le personnage de Pierre Richard qui est souvent le personnage à qui va arriver tout le temps des merdes, le personnage un petit peu boulet de l'aventure, et puis là à côté donc Gérard Depardieu qui joue le détective Campana qui là par contre est le personnage un peu plus un peu plus sage, et donc c'est
une dynamique qu'on trouve beaucoup avec le duo Jean Reno et Christian Clavier, avec ce personnage un peu plus, comment dire, un peu plus sage, un peu plus posé, un peu plus sérieux, et puis l'autre personnage qui est le gros boulet de l'aventure. Si j'ai mis aussi ce film dans notre petit top, c'est notamment parce que, comme je vous disais dans l'introduction, c'est un film que j'ai vu lorsque j'étais petite et qui m'a drôlement marquée, parce que quand on regarde des films drôles quand on est petit, souvent on va exploser de rire, et c'est vrai qu'en le regardant là pour pouvoir l'analyser et vous proposer une petite analyse, c'était très intéressant de voir qu'est-ce qui avait pu me faire autant rire, et j'ai autant ri en le regardant là il y a quelques jours que lorsque je l'ai vu et que j'avais 6 petites années. Ce qui est à retenir aussi dans ce film, c'est la bande originale, la musique qui est incroyable. C'est vrai qu'on a cette musique voilà très dynamique, et puis une musique aussi beaucoup de voyages. Voilà, comme c'est une enquête où les deux personnages vont devoir partir au Mexique pour aller chercher la fille donc du PDG Benz. Oulala, donc on va avoir aussi toute cette dynamique de voyage, ils vont prendre l'avion, etc. Et on a cette musique très joyeuse d'aventure qui va suivre les deux personnages. Une musique qui est signée par Vladimir Cosma, qui est très grand compositeur. On a une esthétique dans ce film qui est une esthétique très propre en fait à la comédie des années 70-80, où on est dans quelque chose en fait de très lumineux, de très joyeux, et c'est vrai qu'on a en fait l'envie quand on regarde ce film de se mettre en fait devant la télé un samedi soir, et c'est vrai que souvent ce genre de films ont été créés aussi pour ça, pour que les gens, les Français puissent regarder ce genre de comédie le vendredi soir avec les enfants, ou le samedi soir avec les enfants parce que le lendemain il n'y a pas école, et qui donne en fait voilà une sensation très familiale. C'est un humour en fait qui peut faire autant rire les grands comme les petits, et donc du coup voilà, il y a une sensation très familiale, et c'est des films qui ont une esthétique extrêmement lumineuse en fait. On remarque aussi qu'ils ont des costumes hérités des années 70, très clairs. On a Depardieu qui est en gris je crois, Pierre Richard qui est en beige, enfin bref, ils ont voilà tous les costumes, les décors sont très lumineux, très en couleur aussi, puisqu'ils vont voyager au Mexique, donc il y a aussi cette esthétique du voyage, cette esthétique de l'aventure. On a aussi un scénario, je pense, très psychédélique, un petit peu absurde, avec ce côté de cette histoire de la malchance, et c'est vrai que c'est en fait un scénario au final qui marche bien, parce que c'est hérité en fait, je pense, des scénarios un petit peu burlesques du début du cinéma dans les années 10-20, avec après mon 20-30 c'est plus Chaplin, etc. Mais voilà les scénarios de Keaton, Chaplin, où en fait on a ce personnage très malchanceux à qui va arriver que des bourdes, c'est-à-dire il va tomber, il va se frapper, se faire taper, etc. Et c'est un humour, on va dire, hérité du burlesque, mais en même temps dans leur manière, dans le film, comment il est construit et leur manière de jouer des acteurs, on n'est pas du tout dans le burlesque, au contraire on est plus dans la subtilité. Il va y avoir un enchaînement de petites actions que Pierre Richard, voilà, il va boire un truc et puis il va se foutre la paille dans le nez. Ça rappelle un petit peu aussi la dynamique de la bande dessinée avec ce personnage. T'as toujours dans Titeuf, Cédric, etc. L'ami qui va tout le temps à l'infirmerie parce qu'il lui arrive que des merdes. C'est pas hyper réaliste dans le sens où t'as pas des gens qui sont ultra malchanceux, ou alors c'est vraiment très rare, mais bon, de là à se faire enlever par des gens parce que t'es malchanceux, bon, c'est un petit peu relatif, tu vois. C'est un petit peu relatif, mais là du coup ça marche, c'est une dynamique qui du coup marche bien, une dynamique burlesque mais jouée d'une manière un petit peu plus subtile, vu que dans les années 70-80 on essaie un petit peu de se libérer de ce côté très burlesque dans la comédie, de faire des choses un tout petit peu plus subtiles, même si on va voir qu'il y a des acteurs qui gardent beaucoup leur aspect un petit peu burlesque dans leur manière de faire, de dire, etc. Donc c'est vrai qu'il y a ce contraste entre les deux personnages qui participe aussi beaucoup à l'aspect comique, et puis bah voilà, l'interprétation des deux est aussi incroyable, le sérieux de Depardieu alors qu'il arrive que des merdes à celui d'en face. Finalement c'est pas une mauvaise chose de m'être cogné le nez. C'est vrai, si je m'étais pas cogné, on n'aurait pas atterri ici. Ah, commencez pas à m'emmerder avec ces conneries vous hein. En quatrième position... En quatrième... Non, ça c'est que je suis fatiguée, je vais sûrement aller me refaire un café.
Donc en 5e position de ce classement, je vous ai mis l'opération Corned Beef. L'opération Corned Beef est un film réalisé par Jean-Marie Poiré, qui est un grand réalisateur de films comiques français, notamment d'avant les années 2000, qui est notamment donc le réalisateur des Visiteurs ou du Père Noël est une ordure. Donc oui, en effet, grand réalisateur comique français. Donc l'opération Corned Beef, on y retrouve Christian Clavier et Jean Reno, notre petit duo dont je vous parlais justement à l'instant. L'opération Corned Beef, c'est l'histoire du gouvernement français qui se retrouve à devoir coincer un trafiquant de drogue colombien qui est de passage à Paris, le colonel Zargas je crois, et pour cela ils ont mis dans la bague de la traductrice du consul Burger qui va avoir donc une conférence, enfin qui va avoir une réunion avec le trafiquant Zargas. Ils ont mis un micro dans sa bague pour pouvoir entendre les dialogues et ainsi pouvoir le coincer. Sauf que le week-end où va arriver donc du coup cette mission qui s'appelle la mission Corned Beef, la traductrice jouée par Valérie Lemercier décide de passer un week-end en amoureux avec son mari, joué donc par Christian Clavier, pour leur je crois 20 ans de mariage, enfin bref, pour leur anniversaire de mariage. Donc pour éviter que la mission tombe à l'eau à cause d'une chose aussi bête, le capitaine de la DGSE qui s'appelle Philippe Boulier, dit Lasquale, donc joué par Jean Reno, décide en fait de mettre dans les bras du mari de la traductrice, donc Christian Clavier, une belle femme, et comme ça le Christian Clavier tomberait dans les bras de cette femme, donc tromperait sa femme Valérie Lemercier, et celle-ci annulerait donc du coup ce week-end en amoureux pour leur anniversaire de mariage. Donc du coup Lasquale va décider de demander au service de la DGSE de choisir la plus belle femme de leur service pour la mettre dans les bras donc de Christian Clavier. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que les services vont choisir comme femme sa propre fiancée. Pourquoi j'ai choisi ce film, c'est notamment encore une fois parce que je l'ai vu lorsque j'étais plus jeune, et quand je l'ai vu en effet j'ai explosé de rire. Donc comme je disais tout à l'heure, le duo Christian Clavier Jean Reno marche énormément bien. On va les retrouver donc plusieurs fois dans plusieurs films, notamment donc, Les Visiteurs. Et c'est un duo qui marche bien parce que on va avoir le contraste entre Jean Reno, encore une fois dans ce film-là, le personnage très calme, etc., très digne. Il joue quand même un colonel, un capitaine de la DGSE, donc voilà, il a une certaine tenue, et puis surtout il est vraiment animé d'une envie de réussir cette mission. Et puis à côté on va avoir le Christian Clavier qui est un petit homme d'affaires qui va donc du coup se laisser avoir stupidement par une femme et va finir par tromper sa femme. Enfin, bref, voilà, on a le potentiel comique du contraste entre ces deux personnages, avec Christian Clavier qui est un petit peu le boulet de l'aventure, puisque lui ne sait pas du tout que l'existence de cette mission, il ne sait pas du tout, il ne sait pas ce qui arrive, il ne sait pas du tout dans quoi il est mêlé, il ne sait même pas que le capitaine Boulier est en fait donc un capitaine de la DGSE. Je ne sais pas, mais j'ai jamais vu ce monstre de ma vie. Je t'aime, Jean-Jacques Graniowski. Je t'aime, tu es l'homme de ma vie. Si je pouvais faire une petite critique sur ce film, je pense que c'est un petit peu le sexisme ambiant. C'est vrai que voilà, déjà dès le scénario, voilà, le fait de dire on choisit la plus belle femme du service parce qu'on sait que forcément le mec va tomber dans ses bras, qu'elle va réussir à lui faire de la séduction, et que forcément pour réussir à tromper sa femme, on ne peut tomber dans les bras que d'une femme très belle, très blonde, et puis qui a des gros seins, et puis qui est toute fine, parce que à côté l'autre choix a été donc du coup l'assistante de Lasquale, qui elle par contre est un petit peu plus forte, et donc on dit oh mais non, mais ça n'aurait jamais marché parce qu'elle est un petit peu plus forte. Donc c'est vrai qu'il y a un petit sexisme par rapport à ça, qui en même temps est cassé par le fait que donc du coup cette femme, la fiancée, alors là je me souviens plus comment elle s'appelle, donc la fiancée qui est choisie pour la tromperie, elle va être plus dans le rentre-dedans avec ses supérieurs, en disant
c'est complètement débile, sachant qu'en plus elle c'est une militaire, c'est une femme très forte et qu'elle elle n'accepte pas du tout que d'être vendue comme ça, comme un bout de viande, même si elle va finir quand même par accepter la mission animée donc du coup de cette même envie de vouloir réussir la mission. Donc c'est vrai que tout le long on a souvent des petites répliques un petit peu dépassées. Après je leur pardonne dans le sens où c'est un film qui date des années 90, qu'aujourd'hui ce genre de réplique du genre ah ben non on peut pas prendre elle, c'est vraiment qu'un gros ton et des trucs comme ça ne passeraient plus du tout aujourd'hui, et heureusement vu que les mentalités changent. Sinon évidemment ce qui importe là dans ce film ça va être vraiment le potentiel comique, comme je vous ai dit, du contraste entre ces deux personnages. On a Christian Clavier qui est donc du coup qui vient du théâtre, vu que Christian Clavier est un membre de la troupe du Splendide dont on reparlera bien sûr après, qui est donc du coup dans ce jeu très extérieur, très voilà, lui il est plus, on va dire, voilà, il appartient plus au burlesque, comme je vous parlais tout à l'heure du début du cinéma, et il est resté un petit peu dans ce cas-là, je pense surtout parce que il a fait énormément de comédies de boulevard au théâtre, comme je vous dis. Il vient de la troupe du Splendide, donc du coup il a ce jeu énormément extérieur, avec beaucoup de mimiques du visage, beaucoup de gestes, de gestuels. Quand il est énervé il va le crier, quand il est content il va le crier. Mais pourquoi nous a-t-on tiré dessus? Non mais comment on va faire pour la sortir d'ici maintenant? C'est une BX toute neuve, mais regardez dans quel état elle est. Le jeu de Jean Reno qui lui a fait des films un tout petit peu plus sérieux, même si je crois que Léon c'est après, donc Léon de Luc Besson, où il est voilà, il a un personnage qui intériorise un petit peu plus. Sauf que dans ce film, ce que j'aime beaucoup en fait, c'est que ce personnage de Jean Reno qui a tendance à plus intérioriser va à partir d'un moment, lorsqu'il va découvrir que, attention spoiler du coup, quand il va découvrir qu'on a choisi sa fiancée pour la tromperie, il va péter un plomb. Et je pense que c'est le pétage de plomb le plus mémorable de l'histoire du cinéma. Ah la vache! Attends, vous avez même regardé, qu'est-ce que vous faites? C'est les droits. Vous avez rentré mais on va pas rester là sans cette heure, on y va! Qu'est-ce qui vous prend? Voyez-vous! Je sais pas ce qu'il a! Et la place pour passer! On se retrouve à... Ce que j'aime beaucoup aussi dans ce film, c'est le moment en fait, t'as un moment dans le film où tout le début, ça va être plutôt plat, je dirais. Il n'y aura pas forcément de comique très intéressant, à part voilà, à l'époque, voilà, c'était drôle de dire oh, c'est un croton, oh, elle est trop belle, etc. Mais à partir d'un certain moment dans le film, il va y avoir un bousculement, et en fait ça va être le personnage de Jean Reno qui va prendre en fait tout le comique avec ce personnage. Voilà, c'est un capitaine de la DGSE, mais il pète un plomb. Et pourquoi? Parce qu'il est simplement amoureux d'une femme. Et puis surtout voilà, le duo, comme je vous disais, Christian Clavier, Jean Reno, je pense fonctionne très bien parce qu'ils ont énormément de jeux ensemble. C'est un duo, je trouve, qui est très à l'écoute l'un de l'autre. Ils se donnent du jeu, ils se donnent de la réplique. Il y a beaucoup de tac au tac, quelque chose de très théâtral aussi dans leur échange. Mince, Lolo est espionne. Eh oui, ça surprend. Enfin, je tombe des nues. Mais on est français quand même, merde. Dans ce film on retrouve un petit peu aussi la dynamique, comme je vous parlais tout à l'heure, de l'enquête policière avec voilà, la volonté, c'est-à-dire là on a le gros méchant, donc qui est le capitaine Zargas, ce trafiquant de drogue qu'il faut absolument arrêter, et les services de secrets français, dont le président lui-même qui, je crois que c'était Mitterrand, non. Oui, je crois que c'est Mitterrand, détrompez-moi si je dis de la merde, mais dans les années 90 c'était Mitterrand. Non, ouais, donc du coup vraiment on va voir le président qui même s'en mêle, et puis à côté voilà le côté beaucoup plus terre à terre et beaucoup plus personnel de la tromperie amoureuse, et puis le personnage de Christian Clavier, le petit homme d'affaires. Le contraste entre les grands méchants, les choses très sérieuses pour lesquelles on peut faire des films très sérieux comme à la James Bond en fait, et puis à côté voilà le côté beaucoup plus comique, et je trouve que c'est ce qui marche, c'est de réussir en fait à faire limite une petite parodie qui marche aussi très très bien, on verra après les années 2000 avec OSS 117. Voilà, je pense en avoir fini sur l'opération Cornet de Bif. Dans notre 4e position, on y arrive, j'ai mis Les Visiteurs, réalisé donc par Jean-Marie Poiret en 1993.
avec Christian Clavier, Jean Reno et Valérie Lemercier. Donc on retrouve notre trio de choc. Jacques Willa Fripouille joué par Christian Clavier, Geoffroy de Montmirail joué par Jean Reno. L'histoire des visiteurs, évidemment vous devez sûrement la connaître. Donc c'est l'histoire du comte Godefroy de Montmirail et son fidèle serviteur Jacques Willa Fripouille. Par erreur, Godefroy de Montmirail a tué son beau-père. Il va donc voir un magicien pour pouvoir retourner dans le temps et ainsi éviter cette grossière erreur. Malheureusement, à cause d'une erreur d'ingrédients, au lieu de retourner quelques jours en avant, ils vont accidentellement se retrouver au 21e siècle. Enfin 20e là du coup vu que ça se passe en 1993. Le Godefroy de Montmirail et Jacques Willa Fripouille datent du Moyen-Âge, donc évidemment c'est là que va avoir prendre tout le sens du film. C'est retrouver des personnages du Moyen-Âge au XXe siècle et ils vont donc retrouver notamment les descendants de Godefroy de Montmirail, donc du coup joués par Valérie Lemercier. Il faut savoir que Les Visiteurs fait partie des 5 films français à avoir remporté le plus d'entrées au box-office et Valérie Lemercier a notamment reçu un Oscar dans la catégorie... un César dans la catégorie de la meilleure actrice dans un second rôle. Pour la petite histoire, il faut savoir que dans un documentaire sur ce film, Jean-Marie Poiret a avoué que son film n'a d'ailleurs failli jamais voir le jour car c'était la première fois en 93 qu'on réalisait un film humoristique sur le Moyen-Âge. L'idée était quand même, Jean-Marie Poiret avait déjà une petite reconnaissance pour les films qu'il avait fait avant, notamment l'opération Corned Beef, et évidemment cette question était assez complexe, la question de savoir si vraiment utiliser le sujet du Moyen-Âge allait pouvoir rapporter au film autant d'argent qu'il en aura coûté, parce qu'évidemment c'est un film qui a coûté très cher pour que ce soit des costumes, des décors, donc ça a été un film extrêmement complexe à mener. Notamment parce que des questions se sont posées, savoir si les jeunes des banlieues iront voir ce film, si cela traite du Moyen-Âge qui est donc du coup une époque assez éloignée de nous et qui pour les jeunes à l'époque paraissait tout à fait ringarde, c'est-à-dire ne pas laisser montrer l'image que ce film était en fait un film historique, non pas un film humoristique. Et puis surtout la question primordiale qui était mais est-ce que vraiment on va réussir à faire quelque chose de comique sur le sujet du Moyen-Âge? C'était aussi toute la grande question et la question que se posaient notamment les producteurs. Donc Gaumont qui a été la société de production du film, qui se posait la question de vraiment est-ce que ce film était intéressant. Donc Gaumont a essayé de persuader Jean-Marie Poiret que la question du Moyen-Âge n'était pas une bonne idée et que cela ne remporterait pas assez d'argent et en tout cas pas assez pour pouvoir rembourser le film qui coûtait très cher. Mais finalement Gaumont a fini par faire confiance au réalisateur et il a bien fait puisqu'aujourd'hui le film Les Visiteurs fait partie des films comiques les plus connus en France et en Europe d'ailleurs. D'ailleurs c'est ce que je trouve incroyable avec ce film, c'est que d'avoir réussi en fait à utiliser un sujet aussi peut-être autant ringard on va dire, ou en tout cas aussi éloigné de nous pour en faire quelque chose de drôle sans tomber notamment dans le burlesque. C'est ce que je trouve très très fort avec ce film, c'est-à-dire le fait de ne pas tomber dans le burlesque mais au final rester assez sobre comme je vous parlais tout à l'heure. Donc du coup cette volonté un petit peu de sobriété dans le cinéma, notamment dans le comique, et en même temps réussir à faire rire, à créer des répliques qui sont aujourd'hui totalement cultes. Sarrasin dans une chariote du diable. C'était malade. Il va continuer à faire ça longtemps, lui? Jour. Nuit. Jour. Nuit. Jour. Nuit. Ah, jeune puceau, sois vigoureux.
C'est un mot de trop, le bourguignon, je vais te défenestrer. Jean-Marie Poiré confie aussi la question de la langue qui s'est posée, c'est-à-dire est-ce que réellement on va faire parler ces gens-là, donc Godefroy et son fidèle serviteur, de la même manière en fait qu'on parlerait aujourd'hui au XXe siècle. Et la question notamment du vieux français, c'est-à-dire est-ce que vraiment les jeunes comprendront la langue du vieux français, ou les gens en général, vu que le vieux français aujourd'hui est extrêmement différent du français qu'on parle aujourd'hui. Et c'est ainsi qu'ils ont eu l'idée de réaliser, de inventer en fait une langue. Donc c'est une idée qui avait été soumise à l'époque par Christian Clavier, qui serait en fait un mixte de vieux français. Et là c'est là que le pari a été réalisé, c'est qu'en plus de ça, les personnages quand ils parlent dans le film, c'est en effet du vieux français, mais derrière d'inventer en plus des mots pour rendre cette langue encore plus comique. Et c'est ça qui est très fort, c'est d'avoir réussi à inventer une langue inspirée du vieux français qui nous semble extrêmement éloigné de nous, et en plus on a fait quelque chose de très comique avec évidemment le potentiel comique des acteurs qui a extrêmement bien interprété la langue, mais aussi d'avoir inventé en fait des mots que nous semblaient en fait totalement vrais, c'est-à-dire qui existaient en fait à l'époque mais en fait qui n'existent pas du tout, comme par exemple le mot morte-couille. Morte-couille, on fait poirer pas. Évidemment ce mot-là en vieux français n'existait pas, ou alors il n'a jamais été vraiment prouvé qu'il existait. Il y a des possibilités qu'il était utilisé comme aujourd'hui pour dire merde, putain, etc. qui pouvaient être utilisés à l'époque, mais au final rien n'a jamais été prouvé. Donc ce sont toutes sortes de mots en fait qui ont été inventés. Ce que je trouve aussi incroyable aussi de ce film, c'est bien sûr l'interprétation des comédiens. Comme on en parlait tout à l'heure, le duo Renaud et Clavier marche extrêmement bien. On a encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, cette expression très extérieure, ce jeu extrêmement extérieur de Christian Clavier qui marche totalement bien. Et puis aussi Jean Renaud est très étonnant dans ce film, parce que lui qui justement avait l'habitude de jouer des rôles plutôt sérieux entre guillemets, il réalise vraiment une performance incroyable. Et moi je me suis toujours demandé mais comment dans ce film ils ont pas fait pour se péter de rire toutes les 2 minutes quoi, parce que il arrive justement à créer une performance d'un personnage extrêmement sérieux dans son rôle, et il tient le personnage tout le long, et c'est ce que je trouve incroyable. Peut-être que Christian Clavier pour lui c'était plus simple dans le sens où il était dans un jeu totalement extérieur et beaucoup moins sérieux, c'est-à-dire il s'éclatait, alors que le personnage de Godefroy est sérieux dans l'histoire, il a une vraie mission à remplir. Et pour l'anecdote, le hockey, que vous connaissez sûrement, le hockey de Jacouille la fripouille, ce hockey-là n'était pas du tout destiné à être interprété de cette même manière, c'est-à-dire que dans le texte, le scénariste, c'est Jean-Marie Poiré qui a fait les scénarios, je crois, avec... je me rappelle plus le nom, je vous le mets là. Donc ce hockey au départ était un simple hockey en fait du script, mais c'est Christian Clavier qui a complètement interprété ce hockey de cette manière. C'est ok. Et c'est en ça que ça fait, je pense, un grand acteur, parce qu'aujourd'hui le hockey de Christian Clavier est cultissime. De toute façon en fait dans le film, ce que je trouve bien, c'est que t'as certains dialogues qui semblent plutôt basiques, comme notamment la langue en fait, le fait d'avoir utilisé l'ancien français. Ce sont des choses qui sont, je pense, plutôt basique, et en fait qu'on aurait pensé plutôt ringarde, plutôt dépassée, mais en fait ça va être l'interprétation des 2 acteurs et de ce duo, comme je vous disais tout à l'heure, qui je pense est un duo vraiment avec un potentiel comique énorme vis-à-vis du contraste entre les 2 personnages, entre les 2 types d'acteurs, entre leur manière de jouer, et puis le fait qu'ils se donnent l'un et l'autre du jeu, qui se donne de la place, qu'il n'y en a pas un qui prend sur l'autre, et c'est ça que je trouve très fort, c'est-à-dire que on a autant le personnage de Godefroy qui est le personnage principal auquel de toute l'histoire tourne, et à côté le personnage de Christian Clavier n'est pas du tout effacé par ce personnage, et en même temps l'un et l'autre ils se donnent du jeu pour permettre en tout cas des échanges plutôt comiques. Jean-Marie Poiré, le réalisateur du film, a même avoué, vu que c'est lui qui a également réalisé l'opération Corned Beef, que ce film il l'avait aussi à moitié écrit
pour ce duo là, donc c'est-à-dire qu'en étant très conscient que ces deux personnages allaient être interprétés par ces deux personnes là. Donc ce sont des rôles un petit peu qui ont été écrits pour les acteurs et ça prouve aussi que le duo donc Clavier-Renaud marchait énormément à l'écran déjà dans l'opération Corned Beef et que ça a été l'apogée de leur talent et de leur duo dans ce film là. Voilà, je pense en avoir à peu près fini avec les visiteurs, on passe à la suite. Et en troisième place de ce classement, j'ai choisi de mettre La Grande Vadrouille. Alors, sûrement que certains vont se scandaliser du fait que ce film n'est que dans la troisième place, mais bien sûr je vous expliquerai après une fois que je vous aurai dévoilé le top 2 et le top 1. Donc La Grande Vadrouille, où je pense à peu près tous les films de Louis de Funès, qui est un très très grand acteur. J'ai aussi beaucoup hésité avec le Cornio que j'aime énormément, mais j'ai finalement choisi de mettre La Grande Vadrouille, mais La Grande Vadrouille va honorer également la place dans ce classement à tous les films dans lesquels Louis de Funès a pu jouer et on sait pourquoi, pour le potentiel comique énorme de cet acteur. Donc La Grande Vadrouille, réalisé par Gérard Houry qui a lui-même fait le scénario, est sorti en 1966, donc c'est notre film le plus ancien du classement. Avec dans les rôles de Stanislas Lefort, Louis de Funès et d'Augustin Bouvet, on retrouvera Bourvil. Donc encore une fois un duo grandiose, le duo Funès-Bourvil qu'on trouve également dans le film Le Cornio que je vous conseille de voir parce qu'il est génial. Donc encore une fois, c'est vrai que dans les films français on retrouve souvent une dynamique du duo, c'est-à-dire le duo comique, les duos d'acteurs qui vont jouer dans plusieurs films et parce que leur duo marche bien. Et je trouve que c'est quelque chose qui est énormément emprunté au théâtre avec l'esprit de troupe, qu'on retrouve peut-être un tout petit peu moins aujourd'hui, mais en tout cas dans les années 90 qui est extrêmement présente, et on parlera tout à l'heure de la troupe du Splendide notamment. Et c'est vrai que voilà, cet esprit de troupe qui fait naître aussi du coup des esprits de duo, de trio, etc. Alors il faut savoir que La Grande Vadrouille va rester pendant 30 années consécutives le meilleur score du box-office français et qui sera ensuite dépassé par Titanic en 98, donc je crois que c'est même français, même européen il me semble, donc ça veut dire que ça a été celui qui a fait le plus d'entrées en France et qui sera ensuite déplacé par Titanic quand même, donc c'est un record. Et il faut savoir que c'est le troisième film le plus vu en France après Bienvenue chez les Ch'tis et Intouchable. La très belle musique originale de ce film est signée par Georges Auric, qui a commencé sa carrière dans les années 30, donc il a déjà une grande carrière. C'est un film en fait qui est franco-anglais et puis en fait surtout qui va regrouper une distribution d'acteurs assez cosmopolite en fait, avec beaucoup de nationalités différentes, puisqu'on va avoir autant besoin d'acteurs allemands qu'anglais, qu'américains, que français. Donc ça a été aussi un énorme défi pour ce film de réussir à faire justement, à mettre faire cette diversité d'acteurs dans le film, et je trouve que ce film est quand même, comme Les Visiteurs, un pari assez risqué de faire une comédie sur le sujet de la guerre. Il faut savoir qu'on est dans les années 1960 et que la guerre est encore fraîche, c'est-à-dire qu'elle n'est terminée honnêtement que depuis 20 ans. Donc c'est vrai que on dit 20 ans c'est déjà énorme, mais en fait pour l'époque c'est quand même assez tôt, et c'est vrai que réaliser une comédie là-dessus à l'époque c'était pas ultra c'était pas forcément répandu de faire des comédies sur la guerre. Aujourd'hui on en connaît beaucoup plus, et il y en a beaucoup plus, mais à l'époque c'était pas forcément très répandu, et même de films en général sur la guerre en fait. Mais alors une comédie c'était un pari encore plus risqué, mais qui a été réussi. Et surtout en fait ce qui était risqué, comme je vous ai dit, c'est d'avoir eu cette distribution d'acteurs avec autant de nationalités différentes. Donc c'est aussi un peu la réunion d'une guerre qui a été mondiale, et donc de nationalités qui se sont affrontées, notamment entre les Anglais, les Français et les Allemands évidemment. Une petite anecdote sur ce film: au départ le film devait être beaucoup plus long, alors je sais plus combien
de temps il dure? Oui, il dure déjà 2h12 minutes. Et à l'époque, il devait durer beaucoup plus, sauf que les producteurs ont bien sûr refusé que le film soit si long. Et en fait, au départ, normalement, à la fin du film, ils étaient censés fuir jusqu'en Espagne, mais le producteur a exigé que le film soit raccourci. Et donc du coup, le film a été raccourci au moment où ils arrivent à Albi, dans la ville d'Albi en France. Et aujourd'hui, le terme de Albi signifie désormais un point à partir duquel un scénario commence un peu à s'éterniser et à devenir un petit peu lassant pour le couple Urie-Thompson, donc du coup les réalisateurs et scénaristes du film. Donc l'histoire du film, même si vous connaissez sûrement, parce que je pense que tout le monde a déjà vu ce film, c'est l'histoire d'un bombardier anglais, dont des Anglais, des soldats anglais vont atterrir en parachute, il me semble que ouais c'est ça, c'est à Paris, donc vont atterrir en parachute à Paris. Donc une partie vont être capturés par les Allemands qui sont donc en train d'occuper Paris, et l'autre partie va s'enfuir et va aller se réfugier dans un orchestre où ils vont tomber sur un chef d'orchestre qui est joué par Louis de Funès, donc oula alors je me souviens plus son nom, Stanislas Lefort, voilà, qui est un chef d'orchestre assez hautain. Et donc du coup Stanislas Lefort avec Augustin Bouvet joué par Bourvil vont être animés de la mission de devoir permettre à ces Anglais de s'enfuir, et donc du coup c'est ainsi que va démarrer leur aventure. Alors évidemment le potentiel comique de ce film repose énormément sur le personnage de Louis de Funès. Comme tout à l'heure on parlait du burlesque, et bien là le personnage de l'acteur Louis de Funès et le personnage qu'il joue sont complètement dans cette catégorie un petit peu burlesque, c'est-à-dire avec un jeu un peu comme Christian Clavier, extrêmement extérieur. Écoutez, j'ai une conception personnelle de l'ouvrage. Ce n'est pas assez triomphal, ce n'est pas assez orgueilleux, de l'orgueil pour ça. Que voilà, on connaît tous les mimiques de Louis de Funès absolument incroyables, et qui sont donc du coup héritées voilà, d'un cinéma un peu plus ancien, vu que Louis de Funès, si je ne dis pas de bêtises, commence sa carrière assez tôt dans les années 40. Si c'est pas le cas, je vais mettre ici la vraie date, mais donc voilà, donc du coup il l'a aussi connu un temps du cinéma, le moment de une période du cinéma aussi peut-être aussi assez burlesque, dans les années 20, dans les années 30 on a droit à du cinéma de ce type, notamment aux États-Unis. Toujours votre anglais, c'est pas moi. Nein. C'est pas lui. Nein. Viens avec moi. Viens avec moi, allez, venez. Non mais venez là, tenez. Il est pas là. Bon. Son digne duo avec Bourvil qui lui, pour le coup, en fait c'est encore une fois un système de contraste avec le personnage de Louis de Funès qui est extrêmement extérieur, qui est dans l'extravagance, qui est qui utilise énormément son corps pour jouer, et d'autre côté le personnage de Bourvil qui lui va être un petit peu plus sage, un petit peu à deux à l'heure. Dans le Cornio c'est un personnage qui est vraiment qui est très calme, et puis un petit peu on a un peu l'impression qu'il a de tension, qu'il est un petit peu ailleurs, un petit peu dans la lune, donc du coup voilà on a ce personnage à côté très calme, alors je dirais pas sage mais vraiment très calme, et puis le personnage de Louis de Funès qui est tout le temps dans l'extravagance, dans la rapidité, il a des gestes aussi souvent très rapides comme ça. Non, il y a une petite erreur, Major Harbar, c'était pas un lundi. Quoi? C'était un dimanche. Oui, c'est vrai, oui. Et d'une. Donc c'est sûr que on a aussi un contraste entre deux personnages qui du coup sont extrêmement différentes, qui ont des natures très différentes et des jeux aussi très différents, mais qui du coup se complètent à l'écran. C'est vrai que le sujet de la guerre dans ce film n'était pas un sujet évident, parce que comme je le dis tout à l'heure, la guerre est aussi très qui est très actuelle, et aussi qui est très frais, et notamment on sait que dans les années 60 ça va être le début de la libération des mémoires juives, où donc du coup les juifs qui ont été enfermés dans les camps de concentration et qui ont survécu aux camps de concentration allemands ont pu commencer
commencé à parler de ce qu'ils ont vécu et surtout leur parole a été assez entendue, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de censure naturelle qui s'est passée pendant plusieurs années où personne n'osait vraiment raconter ce qui s'était passé dans les camps de concentration. Il y avait une espèce d'omerta un peu bizarre qui empêchait... je sais pas si c'est une omerta ou en tout cas un espèce de mythe résistentialiste qui s'était empris de la France et des Français, où on a retenu voilà la résistance, les Français victorieux, la France résistante, avec le personnage la figure du personnage de De Gaulle. Et dans les années 60 on a commencé petit à petit à déconstruire ce mythe et à dévoiler qu'en fait la France a eu une énorme responsabilité dans la déportation des Juifs, notamment dans les camps de concentration et puis ensuite ils étaient malheureusement exterminés. Il y a notamment le film Nuit et brouillard qui est sorti en 1956 qui va révéler l'horreur avec des images extrêmement choquantes, l'horreur des camps de concentration. À partir de là, faut savoir que Nuit et brouillard a été un film qui a été censuré lorsqu'il est sorti dans les années 40, peu de temps après la fin de la guerre. C'est un film qui a été censuré par les autorités françaises, notamment parce qu'on y voyait à un moment un képi, un chapeau d'un policier français à un moment dans le film, ce qui du coup mettait en valeur le fait que les Français ont participé activement à la déportation des Juifs. Et donc du coup ce film a été décensuré dans les années 50, donc en 1956 le film est enfin sorti, donc c'était déjà bien 10 ans après la fin de la guerre, et donc du coup ce film est enfin sorti révélant donc la participation des Français dans la déportation juive. On a aussi le film Le Chagrin et la Pitié qui est sorti en 1971 par Marcel Ophuls, qui est du coup lui aussi un film qui va révéler la grande importance et le fait qu'en fait les Français n'étaient pas tous résistants comme le mythe résistentialiste qui a survécu pendant 30 ans donc du coup en France le disait, et qu'en réalité grosse partie des Français étaient plutôt passifs, voire étaient plutôt collaborationnistes. Donc il y avait plus de Français passifs et collaborationnistes que de résistants réunis. Donc voilà, tout ça pour dire qu'en gros, on est aussi dans un contexte où forcément ce ne sont pas des choses qui font rire. Parler de la Seconde Guerre mondiale, de l'occupation allemande, ce ne sont pas des choses qui font rire, et on sent que dans le film, il y a aussi la présence de ce mythe très essentialiste. Il y a un moment, je me souviens, on a les Allemands qui sont dans le train et les Français les regardent tous mal, leur font des farces dans leur dos, etc. Donc en fait on a l'impression dans le film que tous les Français détestaient les Allemands alors qu'une grande partie était plutôt en accord avec leur présence en France. Donc voilà, donc on a ce contexte là, et c'est vrai que ce film parvient vraiment à prendre ce sujet aussi délicat à l'époque et en faire quelque chose de comique, d'en faire quelque chose de biolesque et puis de cocasse, avec les personnages donc du coup de Funès et de Bourvil, avec donc du coup ces Français résistants mais en même temps complètement maladroits. Donc c'est ça aussi, je trouve, qui est très fort dans ce film, le contexte dans lequel il est sorti et les risques qu'ont pu prendre le scénariste et le réalisateur lorsqu'ils ont sorti ce film, que les situations comiques présentes dans le film ont permis de voir la guerre à l'époque d'une manière beaucoup plus légère et de se faire aussi une idée un petit peu différente. Une idée un petit peu différente des horreurs de cette guerre. C'est jamais facile. C'est vrai que c'est une question qui existe encore beaucoup aujourd'hui. Peut-on rire de tout? Peut-on rire de ça? Peut-on rire de choses aussi gravissimes alors que c'est aussi frais? Et c'est vrai que la question du temps apparaît dans cette question-là. Si c'est quelque chose qui est très frais, qui n'est pas encore digéré, est-ce vraiment bien d'en rigoler? Et c'est vrai que là, dans ce film, on se pose vraiment cette question-là, et au final, le succès du film montre bien que même les plus grosses horreurs, dans ce cas-là, on peut les utiliser pour en faire rire, et ça permet d'alléger un petit peu aussi le côté très noir que ça représente aux yeux du monde. Bien, en deuxième position de ce classement, je vais sûrement me faire taper sur les doigts d'avoir choisi ce film parce que ça n'a jamais été un énorme succès français, mais je pense que ce film a vraiment une signification très sensible, très sentimentale pour moi. J'ai choisi Les Bronzés font du ski. Alors,
Oui, j'ai choisi ce film-là parce que je pense déjà... Je suis une grande fan de la troupe du Splendide, que j'admire énormément pour ce qu'ils font. J'adore, en fait, moi j'aime beaucoup l'esprit de troupe, et c'est vrai que comme je vous disais tout à l'heure, c'était quelque chose qui était assez présent dans les années 90, et c'est vrai que j'apprécie en fait l'osmose qu'ils ont entre eux, j'apprécie vraiment cet esprit qui les lie tous ensemble. Ce film, je l'ai vu lorsque j'étais petite, et je l'ai vu des centaines de milliers de fois. Même la musique en fait de ce film-là a eu une grande importance dans mon enfance, puisque c'est ensuite devenu la musique de sonnerie de ma mère. J'avais même une peluche, quand j'appuyais sur son ventre, ça faisait cette musique-là. Donc je pense que c'est un film qui a eu une énorme place dans mon enfance, et notamment la période où je vivais avec mon grand frère et ma mère, et qu'elle n'avait pas encore de compagnon. Donc cette période-là aussi où ma mère était une mère célibataire, et c'était un film qu'on regardait en boucle, si je puis dire. Donc Les Bronzés font du ski, c'est évidemment la suite du premier film qui s'appelle Les Bronzés, donc avec la troupe du Splendide, qui, je le rappelle, se compose de Christian Clavier, Gérard Jugnot, Thierry Lhermitte, Josiane Balasco, Marianne Chazelle, Bruno Moinet et Michel Blanc, pas Leblanc, Michel Blanc. Donc la troupe du Splendide est une troupe qui est née, alors je sais plus exactement l'année de création de la troupe, mais il me semble que c'est dans les années 70. C'est une troupe qui a été créée par Tila Shelton et qui a été protégée par le grand Coluche. Donc du coup, Les Bronzés font du ski, c'est la suite, comme je vous ai dit, de ce premier film Les Bronzés, qui est sorti donc l'année d'avant. Oui, parce que Les Bronzés font du ski est sorti en 1979, donc Les Bronzés est sorti en 1978. Donc c'est l'un des premiers films en fait avec cette troupe qui de base vient donc du théâtre, était habituée à faire des comédies de boulevard au théâtre, et donc du coup là maintenant commence à se produire au cinéma avec Les Bronzés. Donc du coup cette suite, Les Bronzés font du ski, où c'est ce même groupe d'amis qui est parti l'année d'avant en vacances au soleil, qui décide maintenant de partir en vacances à la montagne. Alors faut savoir que à sa sortie en 1979, Les Bronzés font du ski ne va pas avoir un grand succès. Au final ça va être plutôt c'est étonnant, et c'est assez légitime, parce que faut savoir que toute la troupe du Splendide, dont Patrice Lecomte, donc le réalisateur, ne voulait pas du tout faire de suite des Bronzés. Au départ, il ne voulait pas du tout, ce qui est assez drôle, parce qu'aujourd'hui on veut toujours des suites à tout, et à l'époque la troupe du Splendide ne voulait absolument pas faire de suite, mais le producteur leur a un petit peu graissé la patte en leur disant si vous acceptez de faire le film, je gonflerai un petit peu votre salaire. Donc évidemment ils ont fini par accepter, ce qui est plutôt légitime quand on est un acteur qui vient du théâtre. Donc le producteur c'est Yves Rousset-Rouard, qui a ensuite qui a donc du coup négocié ce film, qui ensuite produira Le Père Noël est une ordure en 1982. Ce que j'aime beaucoup justement dans cette troupe et donc dans le film, c'est vraiment, comme je vous disais, l'esprit de troupe, où chacun en fait a un personnage bien à lui, et c'est vrai que dans Les Bronzés font du ski, je pense que moi ce que j'ai aimé c'est ce retour en fait de chacun des personnages, sachant que Les Bronzés je l'ai vu après, hein, donc c'était vraiment, moi j'ai découvert ce film et j'ai découvert cette troupe avec ce film là, j'ai découvert aussi chacun des personnages avec ce film là, et c'est vrai qu'il y a vraiment cet esprit qu'on retrouve énormément au théâtre, du groupe d'amis à qui il arrive une aventure. Ça me fait penser notamment à la pièce qu'on est en train de tourner en ce moment avec ma troupe, le théâtre Le Lilas, où voilà, on a, c'est pareil, l'esprit de un groupe d'amis qui se retrouve, et puis d'un coup qui va avoir des aventures ensemble, et donc du coup on a chaque personnage qui a son histoire bien à lui et qui est interprété par un acteur bien à lui, et que ça soit de toutes les pièces qu'ils ont fait ou tous les films qu'ils ont fait ensuite, c'est vrai qu'on retrouve toujours cette dynamique du groupe d'amis qui se retrouve avec chaque acteur qui va avoir un personnage bien à lui, qui va bien interpréter, et surtout je pense que de venir du théâtre, il y a cette idée de la construction d'un personnage qui va avoir des mimiques, qui va avoir une manière de parler, qui va avoir sa propre gestuelle, et c'est vrai que ça se voit que chacun dans leur interprétation a
a une interprétation et un jeu extrêmement, comme je disais pour Christian Clavier, quelque chose de très extérieur et puis quelque chose de très gestuel. Ils utilisent beaucoup leur corps, ça se voit que c'est des acteurs de théâtre et c'est ça qui est très beau, c'est qu'en fait on a l'impression de retranscrire un peu comme le Père Noël est une ordure, parce que de base c'est une pièce de théâtre, de retranscrire une pièce de théâtre au cinéma. Mais non! Mais non! Mais non! Mais t'as un monstre! T'as un monstre, moi! T'as un monstre! C'était pour éviter que t'es mal! Et bah t'as gagné, là! C'est pour pas que tu souffres! Oh, bah désolé! Je pense que ce qui fonctionne le plus dans ce film et ce qui m'a sûrement le plus marqué, c'est qu'on retrouve, comme je parlais au début à propos de la chèvre, des éléments et une dynamique qui est vraiment la dynamique, comment dire, du bonheur en fait, la dynamique de passer un bon moment joyeux et puis surtout une dynamique à laquelle on peut complètement s'identifier, à la différence peut-être des autres films que je vous ai présentés avant parce qu'ils se passent dans le passé ou quoi. C'est que là on a un film en fait auquel on peut complètement s'identifier en tant que personne, parce que on retrouve tous les éléments de la joie et puis surtout du comique, c'est-à-dire un groupe d'amis de très longue date, des vacances au ski, une France, la France bien profonde, avec le moment où ils se retrouvent dans le chalet là, avec des personnes qu'on a l'impression qu'ils sont jamais sorties du chalet de leur vie, qui leur présentent des recettes de la France bien profonde. On l'étale sur le pain. Si. Et c'est quoi qu'il y a dedans là? Ah bah ça, c'est fait avec tous les restes de fromage de l'année. Alors... on a de la bonne musique, on a voilà, donc, de l'aventure aussi, un certain terme d'aventure, et puis des acteurs avec un potentiel comique extraordinaire. Et c'est vrai qu'on a tous vécu et on a toujours rêvé de vivre, de partir en vacances avec un groupe de potes, et on sait que tout ce sont des choses, en tout cas pour les occidentaux, qui sont vraiment synonymes de bonne humeur, de bonheur et de good vibes. Et c'est vrai que du coup il y a aussi autour de ce film toute cette dynamique, et qu'on retrouve un petit peu avec La Chèvre, vu que c'est à peu près les mêmes années, c'est-à-dire les années 70-80, on a cette dynamique, voilà, une esthétique extrêmement lumineuse, on met en valeur les acteurs, des couleurs souvent très vives, on a la combinaison rouge de Christian Clavier, la combinaison jaune de Michel Blanc, enfin bref voilà, il y a toute une esthétique vraiment très claire, l'esthétique du bonheur. Et on a envie en fait de les rejoindre, on a vraiment envie de participer avec eux, et je pense que c'est pour ça que ce film est aussi important pour moi, parce que c'est vraiment lui, avec notamment Le Père Noël est une ordure, qui est sorti donc quelques années après, qui m'a donné vraiment envie de monter une troupe et de faire partie d'une troupe, de faire partie d'un groupe d'amis qui deviendrait en fait une troupe, et avec qui on pourrait faire des tournées, avec qui on pourrait avoir des aventures. Et à l'écran ça se voit vraiment que ces acteurs ont une très très bonne complicité, et ont des dialogues mémorables qui resteront sûrement gravés en eux pour toujours. C'est vrai que même dans Le Père Noël est une ordure, il y a des dialogues qui sont juste incroyables. Il y en a d'autres, hein, je parle pas pour moi, mais tenez, prenez Thérèse par exemple. Non, c'est chouchou, je veux, pas la moche. Mais je vous en prie, figurez-vous que Thérèse n'est pas moche, elle n'a pas un physique facile. C'est différent. Et on aura toujours rêvé de monter Le Père Noël est une ordure, mais on sait qu'on ne le fera jamais aussi bien que la troupe du Splendide. Et enfin, pour finir, nous arrivons enfin au top 1 de ce top. J'ai choisi comme l'un de mes films, enfin du coup ma comédie française avant les années 2000 préférée, La Cité de la Peur. Alors oui, La Cité de la Peur, beaucoup de débats peut être donné sur ce film. Il y a des gens qui l'adorent, il y a des gens qui ne l'aiment pas beaucoup, et c'est vrai qu'à sa sortie, le film n'a pas du tout fait l'unanimité. Au contraire, il a été très très mal accueilli par la presse et la critique, qui parle parfois même de déchets de l'audiovisuel. Mais je pense une histoire avec ce film, et surtout je pense pour moi que ce film en termes de langue française est incroyable, en termes de comique du langage en fait, en termes de comique, comment ça s'appelle, des dialogues, et je trouve que c'est une véritable masterclass de punchline. Alors La Cité de la Peur est un film d'Alain Berberian.
qui a été réalisé en 1994 et en fait qui a été écrit par le collectif des Nuls qui est composé de Alain Chabat, Chantal Lobby et Dominique Ferrugia. Les Nuls, c'est un groupe d'humoristes créé en 1987 sur Canal+, qui va durer jusqu'à 1992, du coup dans lequel on va retrouver Chantal, donc les acteurs de ce film, Dominique Ferrugia, Alain Chabat et Chantal Lobby, ainsi que Bruno Carrette. Donc le film La Cité de la Peur a été réalisé en fait peu de temps après la mort de Bruno Carrette et ils décident de se réunir donc en 1994 une dernière fois après sa mort pour créer ce film. Le collectif a été créé donc du coup en 1987 et il passe sur Canal+ dans une émission qu'ils appellent Objectif Lune, qui est en fait une parodie d'une exploration, des explorations spatiales dans le cinéma, mais notamment c'est aussi également... Ouh, j'arrive plus à parler. Donc c'est une parodie en fait, c'est une exploration spatiale du cinéma, mais également un clin d'œil à la BD Objectif Lune de Tintin. Il présente ça en fait comme un espèce de plateau télé et comme une espèce d'exploration spatiale. Ils vont faire en fait toute une émission dans laquelle ils vont mettre aussi des pubs, c'est-à-dire ils créent vraiment leur univers avec des sketchs, des pubs, des rubriques, etc. Et donc du coup ce film est en fait l'apogée de leur art après la mort donc du coup de l'un de leurs membres, et ils décident de se réunir une dernière fois pour créer La Cité de la Peur. L'histoire de La Cité de la Peur, c'est en fait l'histoire de l'attachée de presse Odile de Ré, qui est en fait l'attachée de presse d'un nouveau film d'horreur qui s'appelle Red is Dead, et c'est un film qui est un bide total et elle est censée faire sa promo pour le festival de Cannes, sauf que c'est un navet, un pur navet, sauf que peu de temps après sa sortie, peu à peu chaque projectionniste du film va connaître une mort soudaine, va être assassiné par un mystérieux individu, et c'est ce qui va bénéficier dans la presse d'une énorme publicité pour ce film, et au final chaque projectionniste qui va mourir va arriver enfin à un dernier projectionniste qui va être le projectionniste du festival de Cannes, et qui va donc du coup, le film va au final remporter une énorme publicité. Alors ce film au départ était proposé par les Nuls au réalisateur Claude Berry. Alors Claude Berry, c'est notamment le réalisateur qui a fait Jean de Florette, Germinal ou Manon des Sources, et évidemment ce n'est pas du tout son style à lui, et Claude Berry va refuser de faire le film en disant que le scénario est un petit peu trop débile. En même temps, lorsqu'on voit le type de ses autres films, on se doute qu'il est un petit peu refusé. Donc au final ça va être Claude Berberian, Alain Berberian qui va donc prendre le relais et va finir par réaliser ce film, puisqu'il aura déjà travaillé avec les Nuls auparavant. La Cité de la Peur, c'est en fait une parodie des films d'horreur, notamment et des films d'aventure à très gros budget. On verra ensuite qu'il y a énormément de références cinématographiques dans ce film là. Pour la petite anecdote, c'est Valérie Lemercier qui au départ devait faire une apparition dans ce film. Elle devait jouer la veuve du premier projectionniste. Malheureusement ce jour-là elle a eu un gros coup de mou et n'a pas pu participer au tournage. C'est donc sa petite sœur Aude qui était en fait script stagiaire sur le film qui va donc la remplacer. Au départ il était censé y avoir un gros plan sur l'actrice qui était à l'époque déjà bien connue, notamment grâce aux Visiteurs, mais malheureusement il n'y a donc pas eu de gros plan sur son visage, mais un plan large sur sa petite sœur qui l'a donc remplacée sur le film. Donc comme je vous ai dit, le film a été assez mal accueilli par la presse et la critique, mais il a été rediffusé en 2019 au Festival de Cannes pour les 25 ans du film, et donc ça lui a permis de lui refaire une petite pub. Néanmoins, même si la critique n'a pas apprécié le film, le public lui a adoré le film, notamment pour ceux qui connaissent bien le film parce que son potentiel comique est extraordinaire. J'ai ma petite anecdote personnelle sur ce film, puisque si je l'ai mis aussi en première place de ce classement, ce n'est pas uniquement pour ses dialogues ou pour son comique, c'est également pour des raisons personnelles, car mes parents et ma grand-mère ont joué dedans. Et oui, c'est une petite anecdote au sujet de ma famille. Alors ils n'ont fait que de la figuration pour ce film. Lucas Simon, il s'appelle Simon. Simon
Donc voilà, on va dire que j'ai ma petite expérience personnelle aussi par rapport à ça. Pourquoi j'adore ce film? Ce n'est pas uniquement parce que mes parents jouent dedans, c'est aussi parce que, bon du coup ça a quand même une importance dans ma famille, forcément, mais aussi c'est parce que comme je vous disais au début, je trouve que ce film est une masterclass de punchline, de répliques cultes et puis de jeux de mots juste incroyables. Et le meilleur exemple c'est quand même le personnage principal qui s'appelle, les personnages principaux, on a Odile de Ré qui est bien sûr une référence directe à l'île de Ré, mais également qui est une référence au un des tueurs en série français les plus connus de tous les temps, qui est Gilles de Ré. Évidemment l'inspecteur joué par Alain Chabat qui s'appelle Serge Karamazov est une référence directe au livre de Dostoïevski et il en fait directement le jeu de mots lorsqu'il se présente et qui dit aucun lien, je suis fils unique, parce que c'est donc la référence au frère Karamazov du livre de Dostoïevski. Et vous êtes? À l'aéroport. Ça je sais, mais votre nom c'est quoi? Oh, Serge Karamazov. Aucun lien, je suis fils unique. Ah. Dans le film, ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que on a l'impression de revoir en fait une espèce d'histoire du cinéma. Il y a énormément de références cinématographiques dans plein de séances et c'est vrai que comme en fait c'est une mise en abîme d'un film dans un film, déjà rien que le film du film justement, donc Red is Dead est bien sûr une référence au film Evil Dead, donc qui est aussi une parodie des films d'horreur américains. Mais on va avoir aussi beaucoup d'autres références avec la scène du shopping qui fait directement référence à Pretty Woman. On a des références à Rabbi Jacob, on a des références à Basic Instinct durant la scène de l'interrogatoire. On a aussi des références à Keanu Reeves. Bref, on a énormément de références et puis plus globalement des références qui sont aussi parodies. Mademoiselle de Ré, il est interdit de manger de la choucroute ici. C'est quand même du génie d'avoir décidé de, pour la dernière réunion donc du coup du groupe d'humoristes Les Nuls, d'avoir fait justement un film sur un film, donc du coup en référence directe à ce qu'ils sont en train de faire eux entre eux, c'est-à-dire qu'ils sont en train de créer un film, leur premier film mais aussi leur dernier film ensemble. Du coup voilà, et on a une espèce aussi de mise en abîme et de référence directe à ce qu'ils sont en train de vivre dans la vraie vie. Ce que j'aime beaucoup aussi dans le film, et c'est ce qui en fait donc du coup le potentiel comique, comme je vous le dis depuis tout à l'heure, c'est vraiment le choix d'avoir fait un humour qui passe beaucoup sur le langage. Et en fait c'est vrai que si on enlève les langages, alors à part évidemment des situations souvent qui sont plutôt cocasses, on a des personnages qui se prennent énormément au sérieux dans chacun de leurs rôles. On a voilà juste le personnage de Simon joué par Dominique Ferrugia qui vomit quand il est content, qui va être plutôt ouais, en effet un personnage vraiment assez absurde, assez burlesque, mais par contre pour le reste on a vraiment des personnages qui se prennent vraiment au sérieux. Dansons la carioca, c'est bien, faites tous comme moi. Et c'est ça qui est drôle, c'est qu'ils se prennent... On est sur du sérieux complet tout le long, on a l'impression de vraiment avoir des enquêteurs sérieux. Gérard Darmon est incroyable dans son rôle, mais qui vont d'un coup te lancer des punchlines. J'espère que vous avez le cœur bien accroché parce que c'est une véritable boucherie à l'intérieur. Et des répliques cultissimes. Et c'est vrai que c'est ça qui est drôle, c'est qu'on a l'impression qu'ils se posent pas du tout de questions. Et en fait c'est le contraste que justement entre le personnage et le jeu d'acteur de la personne qui est vraiment sérieuse. Vraiment, elle est en train de vivre un truc hyper sérieux. Ce film est sérieux, mais qui te lance des punchlines complètement débile. Non ouais, c'est ce que du coup je trouve vraiment bien avec ce film, c'est que bon, en même temps t'as des situations qui sont absolument pas subtiles et donc du coup t'as des contrastes entre des situations ultra subtiles où t'es dans du sérieux total, même t'as la musique qui va avec, la musique des films d'horreur, la musique des films d'action et puis derrière des répliques complètement absurdes et puis d'un coup tu vas avoir une situation mais complètement déglinguée. D'ailleurs, petite compilation des meilleures punchlines du film. Vous êtes Odile de Ré? Non, je suis le pape et j'attends ma sœur. Vous voulez un whisky? Oh, juste un doigt. Vous voulez pas un whisky d'abord? Quand même étrange, ces lettres que laisse le tueur. O-D-I, maintenant L. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Lido.
Peut-être une danseuse. De rêve, vous connaissez le commissaire Bialès? Non. Né le 25 juillet 1950 à Oran, en Algérie, d'une mère artiste de variété, Alicia Lempero. Tu bluffes, Martoni. Il bluffe. Pas sûr. Si, il bluffe là, ça se voit tout de suite. Non, il a pas l'air de bluffer là quand même. Si, il bluffe. Bien voilà les amis, on arrive donc du coup à la fin de ce top. Donc c'était le top 6 des comédies françaises d'avant les années 2000. N'hésitez pas à me dire si vous avez apprécié, si vous êtes plutôt d'accord avec mon top, qui a été vraiment incroyable à faire puisque du coup je me suis retapé tous les films, alors pas en entier, mais je me suis retapé les répliques les plus cultes. J'ai passé une soirée incroyable à remater les moments les plus cultes de ces films là. J'espère que la vidéo vous aura plu et puis on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo de ce type. La prochaine fois j'aimerais bien faire une vidéo sur les pièces de théâtre. C'est vrai que là on a fait 2 vidéos sur le cinéma, mais j'aimerais bien faire un petit truc sur les pièces de théâtre, ça pourrait être grave sympa. Et puis de toute façon ne vous inquiétez pas, on attaquera aussi un top sur les comédies d'après 2000 et puis les comédies aussi américaines puisqu'ils sont aussi très forts en comédie mais parfois un tout petit peu moins subtil je trouve que les français. Et puis pourquoi pas faire des petites comparaisons aussi entre l'humour à la française et l'humour à l'américaine, ça peut être très sympa aussi. Je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée, une bonne matinée et on se dit à très bientôt dans une nouvelle vidéo sur les analyses filmiques. Allez, à la prochaine!